Hello Cybers, je suis à Montréal avec une superbe vue de la ville pour vous présenter la version canadienne de ma recherche doctorale et notamment une perspective québécoise des pratiques normatives dans les environnements numériques. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes chercheurs émergents de la Commission du droit du Canada qui met en valeur l'engagement de la recherche dans la société. Justement, j'aurai l'occasion de présenter les thématiques centrales de ma thèse, telles que l'impact de la mise en conformité des entreprises sur l'exercice effectif des droits fondamentaux des individus. J'échangerai également avec des chercheurs et chercheuses qui conçoivent ici au Canada des outils d'assistance à la mise en conformité pensés au service du citoyen. Enfin, je recueillerai les impressions de la Commission du droit du Canada sur la diversité des formes que peuvent prendre les activités d'engagement des membres de son programme. Bon visionnage! Prenons un exemple, les lunettes connectées Ray-Ban de Meta. D'après l'entreprise, elles sont censées protéger la vie privée grâce à une petite lumière qui s'allume lorsqu'un enregistrement est en cours. En théorie, cette LED est censée informer les gens qu'ils sont filmés et de pouvoir interpeller l'utilisateur pour faire valoir leurs droits. Mais en pratique, cela transfère la responsabilité de la protection de la vie privée aux personnes qui ne sont pas le mieux équipées pour exercer leurs droits. C'est ce phénomène que j'étudie dans ma thèse, l'ajuridisme et plus généralement la délégation de la gouvernance de la conformité, c'est-à-dire lorsque les entreprises créent les règles lors de l'application des règles des textes juridiques. Pour ces raisons, il faut revenir à la première étape de ce processus normatif, la réglementation, et réfléchir à une autre manière d'aborder la marge de manœuvre qu'elle laisse aux entreprises, par exemple en ayant également recours à des outils pour faire appliquer ces règles. C'est ce qui a mené à l'élaboration d'un modèle conceptuel des informations obligatoires pour informer l'individu sur les activités de traitement sur ces données, généralement au moyen de politiques de confidentialité. Mais ce modèle est fondé sur les obligations de transparence et la terminologie du règlement général sur la protection des données, c'est-à-dire une régulation européenne. Dans une perspective de droit global qui s'intéresse aux mutations du droit dans le chevauchement des règles, il était donc nécessaire de proposer une version québécoise de ce modèle conceptuel, basé sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est chose faite et ce double modèle conceptuel est devenu la base juridique de plusieurs outils que j'analyse dans ma thèse. Par exemple, JusticeBot, un outil conçu au laboratoire de cyberjustice. Il aide les citoyens à mieux comprendre le recours juridique, notamment en matière de logement ou de relations contractuelles. Un outil pensé pour simplifier l'accès aux droits, qu'il soit issu du Québec ou de l'Union européenne, grâce à la versatilité de cet outil qui permet d'aborder tant la conformité des projets d'intelligence artificielle en milieu hospitalier en Belgique, que les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée au Québec. Je pense également à GDPR 120Q, un autre outil développé pour évaluer automatiquement le niveau de conformité des politiques de confidentialité. Il repose sur l'analyse du texte des politiques pour vérifier la présence des informations exigées par le RGPD et donc basé sur le modèle conceptuel. Et à l'Université de Montréal, la recherche ne se limite pas à l'analyse théorique du droit, elle s'incarne dans des outils concrets, notamment conçus pour rendre la conformité plus accessible. En ce sens, elle converge avec l'école de Bruxelles et son approche pragmatique, ce qui est judicieux pour aborder les enjeux du numérique. Aujourd'hui, je suis dans le laboratoire de cyberjustice, dans sa salle d'audience connectée, et je suis avec Alicia et Étienne, qui sont auxiliaires de recherche au laboratoire de cyberjustice. Vous avez une formation juridique, et là, vous travaillez sur un outil technique, en tout cas qui a été développé par des informaticiens du laboratoire, et je voudrais avoir votre ressenti, votre retour d'expérience sur cette nouvelle façon de mobiliser vos connaissances juridiques. En fait, ce serait de combiner les acquis qu'on a dans le monde juridique et en même temps de développer nos acquis dans tout ce qui est technique. Et avec la plateforme JusticeBot, il fallait qu'on comprenne vraiment les fonctionnalités de cette plateforme pour qu'on puisse incorporer les informations juridiques pertinente au JusticeBot. C'était une étape très importante de comprendre la plateforme parce que une boîte voulait dire quelque chose d'autre, avait un effet différent et donc on voulait que les informations juridiques soient présentées d'une certaine manière selon ses fonctionnalités. Donc je pense que ça c'était un premier défi à relever.
Étienne, justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Alicia, parce que là maintenant ça fait quelques semaines, peut-être même quelques mois que vous utilisez l'outil, et est-ce que tu as l'impression vraiment de voir le potentiel que ça a dans le domaine de la protection des renseignements personnels ou des assurances? Oui, absolument, parce que il y a beaucoup de petites entreprises et moyennes entreprises qui vont être forcés de se conformer aux nouvelles obligations dans la loi sur le secteur privé. Puis, ils n'ont pas tout le budget d'avoir un département légal à l'interne ou même d'engager des avocats pour qu'ils fassent de A à Z la procédure. Je crois qu'un avocat va toujours peut-être ou avoir des consultants externes toujours être nécessaire, mais ça permet de réduire les frais, les honoraires qu'on aura à payer à ces gens-là en ayant déjà une base d'acquis puis de connaître ses obligations, puis comment une évaluation de facteurs de risque sur la vie privée se fait. Je crois que ça va être utile pour ces entreprises-là. Puis en assurance aussi, ça permet aux gens, pas nécessairement d'éliminer le rôle de l'avocat, mais de les guider vers de connaître leurs droits en premier lieu et ensuite de les guider vers les recours qu'ils ont et les prochaines étapes. Justement, ces deux outils sont plutôt axés pour assister les entreprises, mais donc est-ce que vous pensez que ultimement c'est le citoyen qui va en bénéficier? Oui, en fait, pour ce qui en est du JusticeBot pour des produits financiers, c'est visé surtout pour les consommateurs de produits financiers, donc les citoyens. C'est certain que tout ce qui est évaluation des facteurs de risque pour les renseignements personnels, c'est en fait au bénéfice des citoyens que les entreprises doivent faire ces évaluations. Donc, c'est assurer la protection de ces renseignements, d'assurer la protection de la vie privée des citoyens. Donc, là, c'est peut-être au deuxième degré que, comparativement au JusticeBot des produits financiers, que c'est un JusticeBot pour les citoyens, mais il y a quand même des bénéfices qui leur reviennent d'une manière ou d'une autre. Alicia a très bien résumé. Justement, même dans le JusticeBot qui s'adresse plus directement aux entreprises, au final, les citoyens vont en bénéficier puisque la protection de leurs renseignements, ça devient une responsabilité des entreprises qui les détiennent. Ces outils ont un point commun, ils sont issus du milieu académique indépendant des logiques commerciales et ils montrent qu'une autre approche de la conformité est possible, centrée sur les personnes et leurs droits plutôt que les entreprises et leurs obligations, même si, bien entendu, les deux sont liés. Et pour terminer cette exploration direction Ottawa, puisqu'on parle beaucoup du RGPD en Europe ou de la loi 25 au Québec, mais il y a également PIPEDA, la loi fédérale au Canada, qui peut-être, comme son Parlement, nécessitera des rénovations pour pouvoir surmonter les défis du numérique. Oui. Là, je suis à la Commission du droit du Canada avec sa présidente. Bonjour. Bonjour. Et pour terminer la vidéo, j'aurais voulu avoir votre ressenti, vos impressions sur le programme Jeunes chercheurs émergents, qui finalement est un programme assez récent. Alors, en effet, la Commission du droit du Canada va célébrer 2 ans et demi en décembre 25. Alors, c'est tout jeune, mais c'est une deuxième fois pour la Commission. C'est une renaissance parce que la Commission a existé entre 1997 et 2006, puis après 17 ans en hibernation, si on veut. Depuis le relancement de la Commission, je fais un grand effort à intégrer la recherche avec l'engagement avec des acteurs en droit et justice communautaire. Alors, l'idée avec le programme Jeunes chercheurs ou chercheurs émergents, c'est de soutenir les doctorants au Canada qui font des projets de recherche qui sont intéressants, mais surtout qui veulent ajouter à leur programme un élément de engagement, rayonnement, si on veut, même le travail avec les acteurs communautaires. Et puis, l'idée est de pratiquer ce comportement ou cette approche à notre recherche en toujours pensant à comment est-ce qu'on peut partager. C'est un programme qui maintenant a vu plusieurs chercheurs. À chaque activité d'engagement, finalement, c'est une autre forme. C'est pas toujours un workshop, c'est pas toujours... Non, exactement. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant, que même depuis le début, avec seulement
en total de 7 chercheurs. Chaque chercheur a une idée différente. Alors, ça peut être un atelier avec les jeunes qui créent les œuvres d'art. Ça peut être une balado, un article pour l'Association de barreau canadien. Voici un enregistrement. Alors, on encourage la créativité, mais en même temps, on comprend très bien que c'est pas nécessairement facile pour les doctorants de penser à ajouter un élément comme ça dans leur recherche. Et c'est pas nécessairement les directeurs de recherche qui ont cette expérience non plus. Alors, l'idée est de vraiment poser ce défi, si on veut. Dire au début de vos carrières, pensez souvent et avec intention au lien entre ce que vous cherchez comme chercheur et l'impact de votre travail. Oui, mais c'est vrai que, comme vous le dites, ça donne une nouvelle perspective à sa recherche, vu qu'on doit tout à coup la partager, parfois avec le plus grand nombre ou avec un public différent de celui de la recherche. Donc, je vous remercie pour ce défi et je vous remercie pour votre interview. C'est un plaisir et bonne chance, bonne continuation avec votre propre projet de recherche. Merci, Sébastien. Merci. En conclusion, la recherche d'équilibre entre la protection des données et la charge de l'exercice de ces droits est loin d'être terminée. Cet équilibre peut venir de meilleures formulations des textes juridiques, d'outils de conformité réellement conçus pour être accessibles, ou encore d'une action renforcée des autorités de protection des données. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la récente réforme dite Omnibus censée simplifier le cadre européen qui va arranger les choses, elle ajoute plutôt une nouvelle couche de complexité. Le tout doit de plus être envisagé dans une perspective globale où les activités de traitement des données s'étendent au-delà des frontières et où les régulations nationales se chevauchent. Et vous, avez-vous déjà tenté d'exercer vos droits en matière de protection des données ? Savez-vous comment le faire et ce que cela implique vraiment ? Partagez votre expérience en commentaire, ces échanges nourrissent aussi la recherche et la réflexion collective. Encore un immense merci à la Commission du droit du Canada, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être produite. À bientôt, Cybers!